Ah si, on m'entend, c'est cool. On a encore 3 minutes, 3 minutes à peu près, avant que je démarre. Donc là, on a Angers, là-bas, on a Lyon, pas loin, on a Marseille, on a le Sud-Ouest. Je parle des étudiants, là. Je peux vous remarquer, il y a un max d'étudiants, là. C'est trop bien. Là, ça vient d'où? Marseille aussi? Putain. C'est vos profs, ils ont dit aller à la conférence, là? C'est ça, ouais? Putain, ils m'ont même pas appelé, quoi. Non, je rigole. Cool. Je vais essayer d'être clair. Et là, il y a d'autres lycées qui viennent d'ailleurs encore, là, ou pas? Lycée, école supérieure. Non? Bon. Et ça, et là, c'est des formateurs, non? C'est ça? Ah oui, non, bah non, pas du tout, d'accord. Ouais. Et puis là, il y a tellement de monde que maintenant, je ne sais plus à qui j'ai donné. Alors hier, on avait beaucoup de paysagistes et plutôt de très gros techniciens sur les questions d'environnement. Là, on a pas mal d'étudiants, quelques entreprises. La moyenne d'âge n'est pas très élevée dans la salle, là, c'est cool. Et quoi? Bah oui. Ça, je connais, là. Ça vient de Pornic. Non, mais les gars, vous connaissez ce que je vais raconter, presque. Euh, Il est 29. On va attendre encore un peu. Puis après, on va attaquer. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce réseau-là? C'est pour moi, c'est pour savoir. Est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui lèvent le bras comme ça sera plus simple? Ah, quand même un petit peu. Hein. Il n'est pas très connu parce qu'en fait, c'est un réseau d'indépendants. Les entreprises, il y en a certaines dans la salle, euh, ça, elles le mettent en petit dans un coin, quoi. C'est 130 entreprises à l'échelle nationale, des entreprises qui font de 10 à 90 salariés, dont la particularité, c'est que elles font une majorité de leur chiffre d'affaires avec les particuliers. Et donc, c'est des entreprises de paysage qui font de la conception, de l'aménagement et du soin du jardin, parfois de l'élagage, parfois ils ont d'autres activités un petit peu à côté. Et donc, leur particularité, c'est ça, c'est du particulier et plutôt moyen, haut de gamme, voire carrément luxe. Donc, c'est souvent des artisans avec un niveau de technicité parmi les plus élevés dans notre profession. Et le réseau Alliance Paysage, il est là pour les accompagner à se professionnaliser, à se structurer. Donc c'est un réseau, c'est un réseau qui a été créé et qui est propriété des adhérents et dont l'objectif est de faire en sorte que l'entreprise soit leader sur son territoire. Parce que chaque entreprise a son territoire, ils ne peuvent pas être concurrents entre eux, les membres. Et qu'est-ce que ça veut dire leader? Ça ne veut pas dire le plus gros, ça veut dire celui qui tire la profession vers le haut, qui va être le plus innovant, qui va prendre les meilleurs apprentis, etc., etc. Alors on en a déjà quelques-uns dans la salle en plus. J'en vois un qui est en train de s'installer là, qui vient de Dinan. Donc on a vraiment toute la France là. Je sais pas, il y en a qui viennent du Grand Est là, dans la salle? Ouais, il y en a quand même. Cool. Donc on a toutes les régions qui sont représentées, c'est très très chouette. Alors, bon, bah, j'attaque sérieusement là maintenant. Donc ce matin, on a une petite demi-heure, donc c'est court hein, pour vous parler du projet, parce que c'est un très gros projet donc qu'on est encore en train de finaliser. C'est la première grosse phase qui vient de se terminer. Et on va parler de l'éco-conception d'un jardin. Et qu'est-ce que c'est? On va vite le voir, l'éco-conception, mais avec l'objectif d'être
d'avoir un jardin plus vivant, c'est d'avoir une autre approche de la conception. Pourquoi on a travaillé sur la conception? C'est que nos paysagistes du réseau font ce qu'on appelle de la conception-réalisation. C'est-à-dire qu'ils font les deux. Pas comme dans les marchés publics où la loi MOP oblige de séparer le concepteur de l'entreprise. Enfin, la plupart du temps. Il y a quelques projets en conception-réalisation, mais en paysagiste, c'est assez rare. En paysage. Oula. Donc, je m'appelle Thomas Gentillot, je suis ingénieur ISA ITIAP, pour ceux qui connaissent, paysagiste, et aujourd'hui je fais surtout du conseil et de la formation sur les questions de structuration des services de soins et entretien du jardin et tous les sujets autour de la transition écologique dans nos entreprises. Et j'accompagne du dirigeant jusqu'au gars de terrain pour inverser, transformer les modèles, y compris économiques, et de stratégie, marketing, etc., pour faire en sorte que l'entreprise puisse prendre ce virage. Et donc, on a travaillé ce projet, et sur ces 30 minutes, je vais vous parler rapidement du projet. Ça va être très court, mais pour que vous puissiez comprendre d'où il vient. Quelques éléments de définition sur c'est quoi l'éco-conception, et nous, on y rajoute régénératif, un mot bien à la mode en ce moment, mais on ira un petit peu plus loin pour en parler. C'est un projet qui a permis de développer une méthode structurée, et ça a été fait de manière collective. Et cette méthode et tout le travail qu'on a fait nous a permis d'identifier les deux leviers majeurs qui font qu'une entreprise du paysage pourra moins impacter l'environnement. Donc là, on diminue l'impact. Et après, si on veut aller plus loin que diminuer l'impact, c'est-à-dire faire en sorte que l'entreprise soit dans une logique de régénération de la planète, on va en parler, il y a une étape clé qui est le diagnostic. Savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin avant même de faire quoi que ce soit pour comprendre et voir qu'est-ce qu'on peut faire en fonction du jardin. Et puis je vous aborderai très rapidement, on a un métier qui est finalement plein de métiers en un. On est à la fois un peu menuisier, un peu maçon, parfois un peu plombier, un peu électricien, etc. etc. Et donc pour analyser correctement notre activité, c'est extrêmement compliqué parce que c'est tout plein de choses différentes. Donc, on a travaillé sur une dizaine de thématiques de notre métier. J'y reviendrai. Alors, qu'est-ce que c'est que Paysagistes du Vivant? C'est un projet qui est transversal au sein du réseau Alliance Paysage, qui est né il y a 3 ans à peu près et qui a pour objectif qui est né d'une idée de, d'abord, on va dire, c'est quoi nos intentions par rapport à concevoir autrement nos jardins. Donc, on a fait un plaidoyer. Donc ça, c'est des grandes intentions, c'est bien joli, c'est du discours, ça donne un peu la philosophie, mais on est des entreprises, on a besoin de savoir comment on va faire et comment on va être pro. Et donc, on est allé plus loin, on a travaillé sur cette méthode. C'est une méthode qui a été conçue avec le soutien de l'agence de l'État, de l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Et donc, ce projet, il s'est fait, on s'est dit, bon, ok, on veut faire du pro, donc on va se faire accompagner par des experts de l'éco-conception, qui est le pôle éco-conception, qui est le centre de référence national. Mais sauf qu'on travaille avec un truc un peu particulier quand même, qui est le vivant. Et donc, on a travaillé pour aller encore un peu plus loin avec une des références aussi nationales sur la question des pollinisateurs. Quand on touche à un pollinisateur, a priori, on touche à peu près à toute la biodiversité dans un jardin. Et donc, on a travaillé avec Arthropologia, qui ont un stand au village de la biodiversité, qui fait aussi des conférences. Et puis, on a le sujet, dans nos jardins, on est souvent assimilé à des ensembliers aussi, c'est-à-dire qu'on va mettre plein de fournitures les unes à côté des autres pour faire un joli jardin. Donc, la question de la fourniture est essentielle dans notre métier, surtout comme on est à Paysalia, des industriels qui produisent tout plein de produits, et nous, on va les mettre dans le jardin. Donc, ça serait bien de savoir s'ils sont bons, ces produits, mais il y a peut-être aussi déjà des choses dans le jardin qu'on pourrait réutiliser. Donc, on a travaillé sur la question du réemploi dans les jardins, et on s'est adjoint les services, pareil, d'une référence qui a travaillé, elle, sur tous les référentiels du bâtiment. Parce que dans le paysage, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui sont professionnelles sur l'élément réemploi. Et donc, tout ça, ça a donné notre méthode professionnelle d'éco-conception. Sauf qu'on est un réseau et on est des entreprises, donc il y a besoin que ça fasse du terrain. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens d'imaginer un truc d'ingénieur dans un bureau. On va le faire avec les gens de terrain.
Et là, donc, on s'est appuyé sur 10 entreprises du réseau Alliance, qui est réparti sur toute la France. Et c'est eux qui ont travaillé vraiment le fond du sujet. Et après, on a consolidé, capitalisé le sujet avec eux. Donc, ce que je vais vous raconter, ça va peut-être vous paraître un peu théorique sur certains éléments. Mais c'est en fait, c'est le grand cadre. Et après, on explique dans ces différents supports qu'est-ce qui est sorti de manière un peu pratico-pratique du travail que l'on a fait avec les entreprises. Qu'est-ce qu'on a produit avec ce projet? On a un bouquin qui va être d'abord en numérique, qui sort début d'année, qui est un guide méthodologique, très clairement, sur comment on va éco-concevoir un jardin. On a un podcast qui vient un peu synthétiser le travail et le rendre plus accessible. Et puis, vu qu'on est paysagiste, on est souvent dans la bagnole. Et du coup, c'est pratique. On écoute. Donc, c'est des épisodes de 15 minutes à peu près. Et le deuxième épisode est sorti aujourd'hui, hier le premier. Et donc, ils sont disponibles sur toutes les plateformes. Donc, c'est le petit flyer que je vous ai distribué. Ceux qui n'en ont pas pourront venir en chercher à la fin. Troisième point, on a fait un focus sur le réemploi, sujet un peu particulier pour nous. Et dernier point, on va y revenir un peu après, on a travaillé sur le diagnostic sur les pollinisateurs qu'on a adapté beaucoup plus aux entreprises privées. J'y reviendrai. Qu'est-ce que c'est que l'éco-conception régénérative? Alors vous verrez, il y a beaucoup de bon sens. Beaucoup de bon sens. Donc c'est une approche logique, finalement, pour un jardinier paysagiste. Et elle est basée sur un truc un peu basique. Alors, je vais en parler 30 secondes. Hein. Je vais pas on a le moral suffisamment bas régulièrement quand on entend tout ça. Mais là, il va falloir quand même le redire. C'est que, concrètement, en 2025, les systématiciens de la planète ont dit qu'il y avait en gros 9 limites, que si on les dépassait, eh ben, le système Terre, on ne savait pas trop comment il allait réagir. Eh ben, en 2025, on en a dépassé 7 sur les 9. Et le réchauffement climatique, ce n'en est qu'une seule des 9. Donc vous avez les titres là. Et il y en a une particulièrement qui nous concerne, c'est la biodiversité. On va y revenir, mais donc à partir du moment où la planète, on est capable aujourd'hui de tout dépasser là, il y a un moment donné, et sur les 7 limites, c'est nous qui avons fait la chose. C'est bien sûr que des limites parfois sont dépassées par les mouvements de la vie du vivant, mais le gros problème, c'est que ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Pour redonner sur la biodiversité, la 5e extinction de masse, c'est les dinosaures. Ça a duré 40 000 ans pour qu'ils disparaissent. Là, on est en train de le faire en 100 ans. Et quand on voit la capacité d'évolution du vivant, elle est rapide, mais peut-être pas aussi rapide que ça. Donc là, on a une vraie question. Par contre, il y a un truc qui est assez motivant, c'est qu'il y a une des 2 limites là, qui ne sont pas dépassées, c'est que c'est l'appauvrissement de la couche d'ozone. Je ne sais pas, pour les plus anciens d'entre nous, on se souvient qu'on parlait des trous d'ozone, que c'était l'horreur, etc. Eh ben, on a la bonne nouvelle de savoir que les trous sont en train de se résorber parce que l'humanité a décidé d'arrêter de faire n'importe quoi sur cette donnée-là. Donc il y a un truc un peu motivant quand même à se dire on peut y aller. Donc ça, c'est un premier élément dont je voulais vous parler, parce que c'est à partir de là qu'on se dit il faut qu'on impacte moins, et pour impacter moins, on va utiliser des méthodes professionnelles pour le faire. Et la première, c'est l'éco-conception. C'est une définition internationale, ça veut dire que les pays à travers le monde, les industriels, etc., se sont mis d'accord sur une définition commune. Et c'est quoi? C'est de se dire que depuis le début, c'est-à-dire l'idée quasiment, depuis la conception d'un produit, jusqu'à sa fin de vie, on va regarder tous les impacts qu'il a et comment on peut les diminuer dans la manière de le produire. C'est clair là? Ouais. Donc, je vous ai transcrit la définition de la norme ISO 14006. Sauf que nous, on a rajouté une thématique, c'est cette logique de régénération. C'est bien mignon d'arrêter l'impact, mais on a déjà dépassé cette limite sur 9. Donc, il y a peut-être un moment, il faut qu'on se bouge pour que on aide le vivant à régénérer notre planète, nos systèmes. Et on a de la chance, c'est que le vivant, il a cette capacité-là. Un bout de pierre, il aura du mal à se régénérer toute seule. Par contre, une population d'un insecte est capable de se régénérer.
c'est la queue du lézard, quoi. C'est que ça peut repousser, ça peut revenir. Et donc l'approche régénérative, c'est de se dire on crée ou on restaure les conditions qui permettent à un écosystème d'exprimer son plein potentiel de service. Et gros coup de bol, il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont au front, entre guillemets, pour réaliser cette action-là. C'est les acteurs du vivant. Les agriculteurs et les paysans, les forestiers et nous. Donc en fait, on est face à la plus grosse crise majeure de l'humanité. On parle de vie et de mort là quand même, hein. On n'est pas sur un truc un peu, voilà, c'est mignon, les bolos. Non, non, on est vraiment sur un truc important. Et aujourd'hui, en fait, les pompiers, c'est nous. C'est nous, on fait partie du groupe des acteurs du vivant, c'est nous qui éteignons le feu. Donc essayons de l'éteindre correctement, quoi. Choisissons la bonne lance à incendie. Donc c'est un peu l'idée de cette méthode. Donc cette méthode, elle est basée essentiellement sur ce qu'on appelle le Green Design Service, l'éco-conception de services. Nous, on ne travaille pas avec des produits, on travaille avec un ensemble de produits et surtout, on répond à un besoin d'un client et à un besoin qui est serviciel. Un jardin, c'est l'aménagement et le soin du jardin, l'entretien de jardin, ce sont des services. Un jardin, ce n'est pas un produit, ça va tellement changer d'une fois à l'autre et ça va tellement en fonction du site, de l'usager, etc. Donc le cycle de vie d'un produit, je ne vais pas vous le faire, mais vous avez sûrement déjà entendu parler, c'est depuis la conception jusqu'à la fin de vie, en passant par la fabrication, le transport, l'usage, la fin de vie. Ça, c'est un produit. Pour ceux qui sont intéressés par la présentation, alors d'abord c'est filmé, donc sur le site de Paysalia, vous pourrez revoir la conférence, mais surtout pour le support, je le mettrai en ligne sur le groupe Paysagistes du Vivant, qui est le groupe qui suit un peu le podcast, où vous aurez le PDF en ligne. Cycle, et donc là on a parlé d'un produit. Sur un service, c'est un petit peu plus compliqué. On part de la conception du service, du matériel dont on a besoin pour faire ce service, et nous c'est les pelles, les camions et compagnie. Donc c'est ce qu'on appelle les biens amortissables, les gros trucs qui coûtent cher et qu'il faut entretenir. La phase commerciale, la phase on va acheter les fournitures pour faire le jardin, la phase logistique, on emmène les fournitures dans le jardin, la phase production, on aménage le jardin, et la phase entretien du matériel, des machines, etc., mais entretien du jardin, et puis que deviennent ces consommables. Et donc c'est ça le cycle de vie d'un service. Donc ça c'est, on a ce truc, enfin c'est pas nous, hein, ça c'est le pôle éco-conception, ça fait déjà un petit moment qu'on travaille sur ces sujets-là, qu'ils travaillent sur ces sujets-là. On saucissonne un peu le service comme ça pour analyser chacune des étapes. Sauf qu'à chaque étape, un impact, c'est bien mignon, mais c'est un impact comment, quoi. Et donc, on va regarder des critères. Et aujourd'hui, on a 9 critères. En tout cas, dans l'approche qu'on a développée, Réseau Alliance Paysage, etc., c'est 9 critères. En industrie, on parle surtout de 8. La biodiversité, dans une usine Renault, il n'y en a pas des masses. Donc, ils ne regardent pas trop cet élément-là. Nous, on l'a mis quand même, parce que pour nous, c'est absolument essentiel. Donc vous avez les 9 critères, de la toxicité, consommation d'énergie non renouvelable, consommation de ressources, effet de serre, etc., etc. Donc on va regarder à chaque étape quels sont nos impacts sur ces 9 critères. Là, vous êtes en train de vous dire, ça commence à être compliqué là. Oui, c'est compliqué. Effectivement, c'est assez lourd. Mais vu qu'on a travaillé sur le sujet, vous verrez, le guide, le podcast, etc. vous permettent d'aller chercher les éléments les plus importants qui seront les plus impactants quand vous allez travailler. Autre élément à regarder, c'est qu'ok, on va trouver des solutions intéressantes, sauf que est-ce que cette solution qu'on trouve, elle n'est pas finalement sur d'autres critères plus impactantes? C'est ce qu'on appelle les transferts d'impact. Typiquement, la question qui revient souvent sur la bagnole électrique, c'est est-ce que c'est plus ou moins polluant qu'une bagnole à essence à cause des batteries, etc., etc. Voilà, ça c'est un sujet qui est tranché aujourd'hui. Si vous voulez, on pourrait en reparler, ça je le sais. Mais en tout cas, c'est ça qu'on regarde. Et là, pour nous, le plus connu, c'est arrêt du désherbage. On parle du glypho. On est allé direct sur le désherbage thermique, sans trop réfléchir au transfert d'impact et surtout sans trop réfléchir sur pourquoi on désherbe. Bon, ça c'est un autre sujet, mais si on pouvait commencer à chaque fois qu'on essaie d'inventer quelque chose à se dire pourquoi, avant de se dire comment on fait à la place. En tout cas, c'est ça. Là, on a regardé toxicité, écotoxicité, biodiversité, c'était les impacts du glypho.
Bah derrière, bah, on fait du CO2 et on consomme des ressources non renouvelables. C'est quoi l'équilibre? C'est ça qu'on va regarder après avoir travaillé sur les différents impacts. Donc finalement, à un moment donné, vu qu'on est sur quelque chose de complexe, il n'y a jamais la bonne solution. Jamais. Il faut être très clair. Quand on parle d'environnement, on parle de système, on parle de complexité. Donc qui veut dire complexité? Eh bien, ça veut dire simplement qu'on n'aura jamais la bonne solution. Donc on va faire un compromis, truc que nos politiques ne savent pas faire, mais en tout cas, en approche professionnelle, il va falloir qu'on fasse ça. Et le compromis, comment? C'est quoi les critères? Bah, ça va être de regarder qui est d'accord, comment on peut trouver un compromis entre les parties prenantes, faire en sorte que tout le monde est à peu près OK, c'est pertinent. On va regarder évidemment l'impact environnemental, donc cette histoire de transfert d'impact. Et puis, évidemment, on est des entreprises, les sous-sous, quoi. On ne va pas faire une solution qui va nous mettre sur le tapis, quoi. Donc, il faut regarder ces compromis et trouver la bonne voie à chaque fois dans les solutions. Donc, pour retenir rapidement comment on diminue notre impact, on va regarder soit à l'échelle de l'entreprise, soit à l'échelle du service. On va avoir une réflexion à toutes les étapes, en fonction de tous les critères. On va regarder les transferts d'impact et on va essayer de trouver un compromis. C'est ça, la démarche d'éco-conception de service. OK ? Bon, c'est bien mignon, c'est hyper théorique tout ça, hein. On est d'accord ? Bon. Ça, je vais passer. Il va falloir qu'on rajoute quand même un autre truc, c'est l'approche régénérative. On a parlé notamment de parties prenantes, là, juste avant. Il y a un truc, quand on prend une décision, nous autres humains, c'est puisqu'on a du mal à communiquer avec eux, hein, le petit hérisson, il a du mal à nous dire si ça lui va ou pas, quoi. En tout cas, on a quand même des scientifiques, des écologues, des éthologues qui vont nous dire ça va pas être top pour le vivant, quoi. Donc à un moment donné dans nos réflexions, il va falloir à chaque fois se dire est-ce que ça convient au reste du vivant? C'est ça une approche régénérative. Parce que si à un moment donné on commence à se dire est-ce que ça convient au reste du vivant, c'est-à-dire que le vivant il va pouvoir prendre sa place et donc donner tous ses services. Offrir tous ces services. Et l'une des grandes forces du vivant, je l'ai dit en introduction, c'est la régénération. C'est-à-dire qu'il va pouvoir offrir tous ces services et donc se régénérer. Donc si on prend correctement en compte le vivant dans notre démarche, eh ben c'est bueno parce que ça veut dire derrière, on va avoir une action de régénération. Toute notre étude qu'on a fait avec les 10 entreprises, plus l'expérience du pôle éco-conception, plus les données de l'ADEME, plus notre propre expérience de paysagiste, eh ben ça aboutit à quelque chose de très intéressant parce que ça simplifie toute la complexité que je viens de vous raconter. C'est qu'une entreprise du paysage, si elle travaille sur 2 leviers, eh ben elle va baisser de quasiment plus de 50% son impact. Donc, tous ceux qui bossent dans des boîtes de paysage ou qui sont dirigeants, bossez sur ces 2 leviers. Vous verrez en plus, ils sont très classiques. Et ben, vous aurez un impact moindre. Premier levier, le matos. Je ne suis pas hyper content parce que moi, toutes les machines, j'en ai rien à... Enfin, ce n'est pas un sujet qui m'intéresse particulièrement. Je suis complètement nul en mécanique. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est un élément ultra impactant. Alors j'ai envie de vous dire, là j'ai les trois pistes principales, il y en a même une autre avant, c'était celle que je disais avant, c'est le pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas des usages, des actions qu'on pourrait faire sans la machine? Ouh là là. Bon évidemment il faut rentrer, là on est en approche systémique, on va regarder les parties prenantes, peut-être le salarié il est prêt à pu travailler avec telle ou telle machine, ça c'est un autre sujet. En tout cas ce qui est certain c'est qu'à partir du moment où vous voulez avoir moins d'impact avec vos machines, commencez déjà par choisir du matériel moins impactant. Vous regardez là sur Paysalia, il y en a quand même un paquet qui sont mis, quoi. Donc allons regarder sur du matériel qui est moins impactant. Deuxième élément, c'est les flux logistiques. Trop de kilomètres tue la planète. Non, ça rime pas bien. Presque. Non, en tout cas, optimisons nos flux logistiques et vraiment travaillons sur une logistique décarbonée. En gros, l'électrique. Il n'y a pas tortillé, c'est la meilleure des solutions aujourd'hui. Et ensuite, bien entretenir vos machines. Une machine mal entretenue a beaucoup plus d'impact. Le classique pétage de flexible sur la pelle,
ou simplement la machine qui consomme trop parce qu'elle n'est pas bien nettoyée, etc., etc. Donc si vous travaillez sur ces 3 leviers-là, vous avez déjà un énorme levier général sur l'entreprise qui va faire que vous impactez moins. Premier levier majeur. Deuxième levier majeur, c'est toutes les fournitures que vous mettez dans votre jardin. On a Paysalia, ça tombe bien. Je ne fais pas exprès, hein. C'est l'étude qui fait ça. C'est d'aller voir des produits qu'on va dire moins impactants. Et la première chose, c'est déjà de virer les plus impactants. Et s'il y a un truc que je vous conseille de faire qui est assez simple, c'est de vous faire une liste noire, en gros, des produits que vous vous interdisez d'utiliser. Je sais pas, les bâches plastiques, l'enrobé, tous ces trucs un peu, voilà. Et c'est un positionnement, c'est-à-dire que ça va avoir un impact marketing positif. On pourrait en discuter si vous voulez après, mais concrètement aujourd'hui, le marché est prêt. Il est même en demande. On est à la traîne par rapport au marché du privé. Très clairement. On a quasiment 50% du marché qui n'est non adressé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 50% du marché qui n'a pas de paysagiste, qui est capable de répondre à son besoin d'une approche écolo. Je parle de 50%. Et la plupart d'entre vous me diront, on ne les voit pas. C'est normal, sur ton site internet, tu parles de machines, tu parles d'enrober, tu parles de désactiver, mais pas de vie, de vivant, de travailler avec la vie, etc. Passons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous faites une liste noire et vous travaillez ensuite sur une grille d'analyse de vos produits. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on appelle de l'éco-sélection. Et une fois que vous avez sélectionné un panel de produits, vous avez votre catalogue. Et c'est ça que vous allez utiliser sur vos projets, avec vos chargés d'affaires, pour ceux qui vendent, etc. Et puis en plus de ça, vous avez des outils aujourd'hui de plus en plus qui se multiplient avec des labels, qui aident à se dire ça, c'est bon. Alors, on a parlé du macro, l'entreprise en elle-même, c'est 2 gros leviers. Et puis après, si on veut vraiment aller regarder le vivant, comme je vous disais tout à l'heure, et pas que le vivant, l'ensemble des éléments du jardin, si on est un bon paysagiste, et vous l'êtes, quand vous débarquez dans un jardin, vous faites le tour du jardin et en fait, de manière intuitive, vous faites déjà ce que nous, on appelle le diagnostic, c'est vous regardez comment est fait le jardin. Et donc, nous, on a pas mal bossé sur ce sujet-là avec 3 outils simples. Je vais y revenir. Les 5 éléments, le diagnostic ressources et les pollinisations. Alors, 5 éléments, c'est juste un moyen mémotechnique. Pour les plus âgés, c'est le film de Luc Besson. J'appelle ça le diagnostic Lilou Multipass. C'est l'idée que, on débarque dans un jardin, il faut regarder 5 éléments. Classique, on regarde l'eau. Comment la flotte se balade dans le jardin et est-ce qu'elle est là en présence ou pas, à quel endroit, le bas de pente, etc., etc., pour savoir qu'est-ce qu'on va planter, ou est-ce que ça va pouvoir faire peut-être des flaques, etc., etc. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, vous avez installé une terrasse, mettre des végétaux, faudrait peut-être regarder la course du soleil. C'est basique, hein, mais combien de paysagistes le font correctement? Retenez ça. Troisième élément, le vent. Le vent pour le confort de l'usager ou le confort de la plante, ça sèche tellement, regardons les couloirs de vent. Ou voire même pour ceux qui font de l'entretien, pour identifier l'endroit où les feuilles vont se stocker à l'automne. Faire le gros tas là dans le coin, là. Parce que c'est le vent qui les a repoussés là. Et les 2 éléments principaux, pour moi, je les mets à la fin parce que c'est les plus importants pour moi, c'est la terre, le sol. On a une culture de l'agronomie en paysage qui est ridicule, absolument effrayante. On prend ça pour un truc inerte sur lequel on va marcher, on va passer des pelles, on va tout défoncer. Sauf que 10 cm de sol vivant, c'est 1000 ans à se constituer. Nous, en 10 minutes, on le défonce avec nos pelles et nos... Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on ait un tout petit peu de conscience qu'on travaille sur le premier écosystème planétaire après les océans. Le premier puits de carbone après les océans, c'est nos sols. Bien plus que les forêts. Hein. C'est 2 à 4 fois plus que les forêts mondiales, le sol. La capacité de stockage du carbone. Et comment elle se fait, ce stockage du carbone? Par le vivant, par les écosystèmes qui vont travailler le sol. Donc, le sol, absolument essentiel à bien connaître, comprendre comment ça fonctionne, etc. Et c'est ça qui va vous permettre en plus de faire éclore un jardin magnifique encore plus rapidement.
Et pas besoin d'acheter les poudres de perlimpinpin de partout. Et 5e point, le 5e élément, la vie. Donc allons regarder, évidemment la biodiversité, on va y revenir, mais regardons aussi un élément absolument essentiel dans la démarche d'éco-conception, c'est de bien identifier le besoin du client. Et je ne parle pas de la demande, je parle du besoin. Et s'il vous plaît, travaillez à bien comprendre la différence entre besoin, usage et demande. Usage, c'est comment on utilise le jardin. La demande, c'est ce qui bafouille dans sa demande de devis. Et le besoin, c'est qu'est-ce qu'il a au fond de lui, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, le client. Et un commercial qui va bien travailler le besoin, il signe. Et ça, on ne le travaille pas du tout assez. Parce que finalement, une terrasse de 100 mètres carrés, il n'en a peut-être pas besoin. Il a peut-être besoin que de 20 mètres carrés. Et donc l'impact, il sera inférieur. Et le fric qu'il allait mettre sur les 80 mètres carrés qui restent, il va peut-être le mettre ailleurs dans le jardin. Je ne vous dis pas d'aller diminuer votre chiffre d'affaires, je vous dis d'aller faire des trucs plus intéressants pour le vivant. Vous voyez la logique? C'est clair? Voilà. Et donc pour le vivant, pour aller regarder sur le vivant, pour regarder un peu les non-humains, on vous propose d'utiliser cet outil. Pas besoin d'être naturaliste, pas besoin de savoir identifier trop correctement une plante, peut-être un petit peu mais pas de trop, mais surtout d'utiliser cet outil qui est très simple, qui est basé sur des données scientifiques mais qui a été complètement adapté. Alors ça ne vous donnera pas un diagnostic scientifique de votre jardin, par contre ça vous donnera son potentiel, les capacités qu'il a et qu'est-ce que vous pouvez faire comme piste d'action pour améliorer le jardin d'un point de vue de la biodiversité. Donc c'est pollinisation et donc ça se fait sous forme digitale ou papier. Et donc vous pouvez aller sur le site le stand d'Arthropologie, ils vous expliqueront tout en détail comment ça fonctionne. Et donc on est en train de l'adapter pour qu'il soit encore plus pratique pour nous autres paysagistes qui travaillons avec le privé. Parce que ça a été beaucoup conçu avec les collectivités et pour les particuliers, mais complètement autodidacte chez lui, quoi, pour savoir comment il fonctionne son jardin. Et aujourd'hui, on a une version qui est de plus en plus affinée pour les professionnels. Voilà, pour l'autre élément de diagnostic. Dernier élément, parce que j'ai plus beaucoup de temps, l'évaluation du gisement pour le diagnostic ressources. Regardez ce qui se passe au niveau du réemploi. Qu'est-ce qu'il y a dans mon jardin en termes de matière qu'on pourrait réutiliser, détourner pour faire un jardin. J'ai utilisé des tuiles pour faire un mur de soutènement. C'est le truc un peu basique, mais c'est déjà un bon début. Donc on va regarder le gisement, la qualité du matériau, sa quantité. On va regarder s'il est déconstructible. Parce que si, dès qu'on le touche, s'il se pète, bah non, on ne peut pas utiliser, quoi. L'existence de débouchés donc dans le jardin, mais il y a peut-être aussi des matières qui sont dans le jardin. Bon là, je ne veux pas utiliser sur l'aménagement. Par contre, je vais peut-être penser à un autre particulier sur lequel j'ai un projet, etc. Et donc ça veut dire que c'est de la matière qu'on ne va pas sortir, reproduire. On va juste la bouger de jardin ou la détourner. Et c'est très différent du déchet. Hein. La gestion du déchet. On n'est pas dans du recyclage, là. On est dans du réemploi. C'est-à-dire qu'on ne va pas beaucoup le toucher, en fait, le matériau. Peut-être le découper, peut-être le nettoyer, mais pas beaucoup plus. Et puis, éventuellement, il faut quand même regarder un petit peu l'impact environnemental, parce qu'un enrobé des années 60, il y a souvent de l'amiante dedans. Et donc, ce n'est pas terrible de le garder sur place. C'est peut-être le mieux d'aller le mettre en filière. Donc, il faut regarder le matériau un peu s'il n'est pas plus déjà impactant lui-même. Voilà pour la partie diagnostic d'un jardin. Donc vous regardez les 5 éléments, le vivant grâce à la pollinisation et les matériaux avec Bellastock. Si vous regardez correctement, vous faites cette photographie du jardin avant aménagement, ça va vous donner des pistes très intéressantes pour moins impacter et voire même être dans du régénératif sur vos projets de jardin. Et ensuite, si vous voulez aller un peu plus dans le détail, là, je n'ai pas le temps d'y aller en 30 minutes, c'est qu'on a travaillé sur 10 thématiques. Comment on fait une terrasse éco-conçue, comment on fait une clôture éco-conçue, comment on fait un cheminement éco-conçu, comment on a une démarche d'éco-conception en élagage, sur de la récupération d'eau de pluie, etc. Donc, il y en a 10 thématiques qui ont été travaillées. Peut-être qu'on allongera encore la liste, mais en tout cas, pour l'instant, il y a ça. Donc, le guide sort début d'année. Le podcast a commencé à être diffusé sur toutes les plateformes et le mini-guide sur le réemploi, j'espère qu'on l'aura au pied du sapin. Donc, on est en train de finaliser le document.
Voilà pour les thématiques métiers. Et donc pour la suite, parce qu'on conclut, allez écouter le podcast, inscrivez-vous pour recevoir les guides, rejoignez la communauté paysagiste de demain sur LinkedIn, parce qu'on va essayer de faire vivre une communauté pour se donner les bons trucs, quoi, entre nous. Et venez nous si ce réseau vous intéresse en tant que paysagiste, n'hésitez pas à nous rendre visite sur le stand. Voilà, je vous remercie beaucoup.